troisième partie de cette émission avec le décryptage. Lors de chaque émission, on va parler de ce qui va faire l'actualité dans les semaines à venir. Et là, évidemment, ce sera la Coupe du Monde de la FIFA au Qatar à l'automne prochain. Et on va bien sûr parler du Sénégal. D'abord, petit récapitulatif de tous les groupes où sont logées les équipes africaines. Le groupe A, celui du pays hôte, le Qatar, avec donc le Sénégal, champion d'Afrique, mais aussi les Pays-Bas et l'Équateur. On enchaîne avec le groupe D, qui comportera la Tunisie, avec les champions du monde, la France, le Danemark, et puis Pérou, Émirats arabes unis ou Australie. Ça dépendra de l'issue des barrages intercontinentaux. Le Maroc, lui, se retrouvera avec la Belgique, l'une des meilleures équipes, mais également la Croatie et le Canada. Le Cameroun dans le groupe G avec le Brésil, et ça c'est un gros morceau quand même, mais aussi la Suisse et la Serbie. Enfin, les Black Stars du Ghana seront logés avec le Portugal, l'Uruguay et la Corée du Sud. On commence ce décryptage du tirage au sort de la Coupe du Monde avec le groupe A à tout seigneur, tout honneur, celui du pays hôte, mais aussi celui des champions d'Afrique. Et pour en parler, nous sommes avec un ancien international, Omar Daf. Bonjour Omar. Bonjour. Actuel entraîneur du FC Sochaux-Montbéliard en Ligue 2 française et vous avez joué, bien sûr, vous faites partie également de la génération 2002. Alors Omar, que pensez de ce groupe Qatar, Pays-Bas et Équateur? Est-ce que c'est un tirage plutôt abordable pour les Lions de la Teranga? Je pense que la Coupe du Monde, c'est une compétition où, pour moi, il n'y a pas de poule facile. A priori, on peut penser que c'est facile pour le Sénégal, on va dire que c'est abordable parce que le Sénégal aujourd'hui est champion d'Afrique. On se doit d'arriver dans cette compétition avec beaucoup d'ambition, mais on va affronter les pays hôtes, on va affronter l'Équateur, plus les Pays-Bas, donc je pense que c'est des bonnes équipes qu'il faudra respecter. Donc voilà, à nous d'aborder ça avec beaucoup de confiance, mais en même temps beaucoup d'humilité. Et au moins, le Sénégal aura l'expérience de la Coupe du Monde 2018. C'était passé à quelques cartons jaunes près de mémoire avec le fair play égalité pour la deuxième place dans un groupe notamment avec la Pologne et le Japon et la Colombie. Est-ce que cette fois-ci, justement, cette expérience-là, plus l'expérience de la CAN qui vient de passer, peut servir les hommes d'Aliou Cissé pour aller en huitième de finale et pourquoi pas plus loin? Exactement, je pense que ça va être la troisième participation pour le Sénégal. Aujourd'hui, le Sénégal ne va plus juste à la Coupe du Monde pour participer. Je pense qu'on doit nourrir plus d'ambition. Donc, bien évidemment, les compétitions précédentes servent beaucoup d'expérience. Aujourd'hui, Aliou, avec son staff, que ce soit la fédération, le football sénégalais est aujourd'hui plus armé pour aborder cette compétition. Maintenant, je pense qu'en 2018, c'est passé à peu de choses. C'était frustrant parce que j'y étais. Et je pense qu'on doit tirer des enseignements de tout ce qui s'est passé là-bas pour sortir des poules et aller le plus loin possible. En tout cas, c'est l'objectif du Sénégal aujourd'hui. Et oui, je rappelle que vous étiez l'adjoint d'Aliou Cissé lors de la Coupe du Monde en Russie en 2018. Messieurs, sur le plateau, ça commencera par Sénégal-Qatar. Ce sera Sénégal-Pays-Bas, pardon. Le match d'ouverture, Sénégal-Pays-Bas. Le gros morceau d'entrée. Oui. Patrick, Régis, Hervé, qui veut prendre la parole? Ça va être une entrée en matière quand même costaud. On dit toujours qu'il faut bien commencer et, si possible, gagner le premier match. Mais on avait vu en 2018, le Sénégal avait gagné le premier match et ensuite, c'était un petit peu affaissé. Donc, il n'y a pas de règle absolue. Les Pays-Bas, c'est vrai qu'il vaut peut-être mieux les prendre en premier quand ils ne sont pas encore montés en puissance. C'est un gros morceau, incontestablement. Ce qu'il faudra, c'est ne pas se décourager si par malheur, ce match ne se passe pas bien. Il restera 2 matchs abordables ensuite. Vas-y, Hervé. Oui, je suis d'accord. Effectivement, il restera. Enfin, la poule est la plus facile entre guillemets pour celle des équipes africaines, parce que la tête de série, c'est le Qatar, qui n'est tête de série que parce qu'il est pays organisateurs. La France, la Belgique et d'autres équipes. Voilà, des pays classés par le classement FIFA. Donc, du coup, ça fait qu'effectivement, ce premier match, qui est le match le plus difficile a priori contre les Pays-Bas, fait que c'est le match d'entrée à bien négocier. Mais je pense que même contre les Pays-Bas, c'est une équipe que le Sénégal peut contenir, parce que ne faut pas oublier quand même qu'il y a beaucoup d'expérience, cette équipe. Régis Damou, vous êtes d'accord justement sur le fait que le Sénégal... Je rejoins complètement Hervé. Cette équipe, pour moi, elle n'a pas du tout à rougir d'une équipe comme les Pays-Bas. Si on prend ligne par ligne, elle est clairement au niveau équivalent, voire au-dessus. Donc pour moi, il n'y a pas à rougir et je vois vraiment le Sénégal même, comme disait tout à l'heure le coach, sortir de cette poule.
Eh ben, on remercie en tout cas, merci beaucoup Omar Daf d'avoir été avec nous pour nous aider à décrypter le groupe A avec donc le Sénégal et puis bonne fin de saison également avec le FC Sochaux Montbéliard. Merci à vous. On enchaîne avec le groupe D, celui des Aigles de Carthage. La Tunisie aura fort à faire, notamment avec les champions du monde en titre, l'équipe de France, mais également le Danemark, autre équipe européenne, et puis le vainqueur des barrages intercontinentaux. C'est l'une des particularités de ce tirage au sort, donc soit Pérou, soit Émirats Arabes Unis, soit Australie. Ça fait beaucoup rire en plateau parce qu'on n'a pas l'habitude, c'est vrai, d'avoir un tirage au sort où on ne connaît pas toutes les équipes. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que la Tunisie sera là et on a le plaisir d'être avec son directeur sportif en charge des binationaux. Bonsoir Mohamed Slim Ben Othman. Oui, bonsoir à tous. Merci pour cette invitation. C'est toujours un plaisir d'être avec vous. Eh ben merci en tout cas d'être avec nous. La Tunisie, dans un groupe avec la France notamment, a priori, qu'est-ce que vous êtes dit là au moment du tirage au sort quand vous avez vu ce tirage-là? Bon, ça fait toujours plaisir de rencontrer déjà le champion du monde en titre. Donc après la France, on a des liens qui sont assez forts, donc que ce soit avec les joueurs tunisiens qui évoluent en France, beaucoup de binationaux qui nous ont rejoints aussi, qui ont fait leur cursus aussi en France, donc ça fait toujours plaisir. Après, c'est un match, c'est 90 minutes, on va bien se préparer et pour le match de la France comme aussi pour les autres matchs. Donc on a notre carte à jouer, que ce soit le tirage, comme vient de le dire Omar, il n'y a pas de tirage facile. Donc nous, on va bien préparer ça et on espère être prêt le jour J. Et la Tunisie, c'est marrant parce qu'on ne le voit pas comme ça, mais elle a quand même beaucoup d'expérience à l'échelle de la Coupe du Monde. Ce sera sa 4e participation lors des 5 dernières éditions, si je ne dis pas de bêtises. Cette expérience-là peut servir, même si l'effectif est homogène sans avoir de grandes mégastars. Ouais, c'est un peu ce qui fait la force de la Tunisie. Donc, on est un collectif avant tout. On n'a pas vraiment de joueurs stars. Donc, la star, c'est l'équipe. C'est un avantage pour nous. Donc, les joueurs ont conscience de ça. Le staff technique a aussi conscience de ça, même le public aussi. Donc, aujourd'hui, on sait nos forces, on sait aussi nos faiblesses. On va y travailler donc, pour être le plus performant possible au Qatar. Mais on a cette expérience, ça sera notre 6e participation en Coupe du Monde. Aujourd'hui, on va tirer les enseignements de ce qui n'a pas marché avant et on va essayer de faire au mieux durant cette phase finale. Patrick, d'un mot rapidement, est-ce que vous pensez que la Tunisie peut passer la phase de poule, ce qui n'a pas été le cas en 2018 pardon. Je pense que le premier match contre le Danemark sera primordial. La France est la grande favorite et pour le coup c'est une tête de série de haut niveau qui a su rebondir après l'échec de l'Euro. Enfin c'est ce qu'on espère et ce qu'on a vu en tout cas sur les premiers matchs. Le Danemark c'est très important pour la Tunisie, c'est une équipe à laquelle la Tunisie peut poser des problèmes. Et ensuite ce barrage, il faut espérer que ce ne soit pas le Pérou parce que le Pérou est une équipe très coriace et très difficile à jouer. J'espère que ce ne soit pas le Pérou, sans mauvais jeu de mots, oui. Pour la Tunisie dans cette Coupe du Monde. Merci beaucoup Mohamed Slim Ben Othman. Je rappelle que vous êtes le directeur sportif de la Tunisie en charge des binationaux. Bon, merci, à bientôt. Et on va pouvoir passer maintenant aux 3 autres groupes, à commencer par le groupe F. Le Maroc avec la Belgique, la Croatie et le Canada. Je reste avec vous Patrick du coup, les Lions de l'Atlas qui ont un peu déçu quand même lors de la CAN, mais on sait que Coach Vaïd, si c'est bien Coach Vaïd qui sera ça, c'est une des à la vraies Coupe questions. du Monde, ça c'est une première question. Oui. Comment vois-tu les choses pour le Maroc? Peut-elle justement hisser son niveau de jeu et passer, parce que Belgique et Croatie notamment, c'est pas rien. Difficile parce que le Maroc tombe encore une fois, d'ailleurs comme la Tunisie, dans une poule avec 2 équipes européennes de bon niveau, 2 équipes européennes revanchardes, la Croatie finaliste sortante et la Belgique qui a toujours en travers de la gorge cette défaite contre la France et qui veut, peut-être c'est la dernière danse de cette génération dorée, qui veut marquer le coup lors de cette Coupe du Monde, donc c'est très difficile. Ils vont commencer contre la Croatie et je leur donnerai le même conseil qu'à la Tunisie, ne pas se louper d'entrée parce qu'après ils risquent de courir vers quelque chose qui les dépassera. Très difficile, une équipe qui a parfois qui manque de précision offensive, qui joue bien mais qui a du mal à marquer, à conclure, et il faut qu'il corrige ce point-là avant, et il faut qu'il règle le problème du sélectionneur. Et on espère ça fait beaucoup de choses. Oui, c'est vrai, ça fait beaucoup de points d'interrogation. On espère que la Croatie n'aura pas un Modric en état de grâce comme on a pu le voir en Ligue des Champions. Régis, d'un mot sur le Maroc toujours. C'est possible ou pas? C'est vrai que notamment face à la Belgique en particulier, ça va être intéressant parce qu'il y a beaucoup de Marocains, une grosse communauté marocaine en Belgique. Ça va être difficile.
Je rejoins complètement Patrick, ça va être très 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 délicat. On ne voit pas dans cette équipe une vraie capacité à se dépasser et effectivement avec une Belgique qui va être revanchard de différentes compétitions continentales ou mondiales, je pense que ça va être compliqué. Ça va être compliqué. Le groupe G maintenant, et là je me tourne vers Hervé directement, forcément parce qu'on va parler du Cameroun, les Lions indomptables toujours aussi surprenants après avoir éliminé l'Algérie. Ils se retrouvent dans un groupe avec le Brésil, la Suisse et la Serbie. Alors Hervé, mettons de côté le côté camerounais, quelles sont les chances selon toi des Lions, de Rigobert Song qui est arrivé récemment, donc après la CAN, à la tête de cette équipe, quelles sont les chances des Lions dans cette Coupe du Monde ? Déjà, l'idéal serait de faire mieux qu'en 2014, en 2010 et en 2014. Ça ne devrait pas être trop dur. On dirait qu'il n'y a pas de problème extra-sportif déjà, et de négociation de primes. Tout le contexte, déjà, ce serait bien de faire mieux, d'avoir une sorte... Après, c'est vrai que c'est une poule qui est assez difficile parce que la Suisse, malgré le fait qu'elle n'ait pas encore remporté un gros titre, est une équipe quand même constante à haut niveau. Les équipes de l'ancienne Yougoslavie ont toujours posé des problèmes au Cameroun. Ce jeu à la fois physique, technique, truqueur, c'est les mêmes qualités que les Camerounais ont, donc quelque part. Et puis le Brésil, aucune équipe africaine n'a gagné contre le Brésil en Coupe du Monde. Le Cameroun a gagné en Coupe des Confédérations, mais c'était un autre Brésil, c'était une autre génération. Le Cameroun avait perdu en 2014 contre le Brésil. 2014 contre le Brésil, en se donnant un peu en spectacle. Ouais, mais 2014, triste souvenir. 2014, il faut oublier 2010 également. C'est vrai que il serait temps parce que la dernière victoire camerounaise date de 2002 et puis ça remonte. Et puis on oublie que finalement depuis 90 le Cameroun n'est plus sorti des poules. Ouais. Donc quelque part il faut savoir raison garder, ne pas être trop ambitieux, même si au Cameroun on parle déjà de second tour et tout. Ah, c'est vrai que vous aimez bien vous enflammer. Hein. Ça, j'ai pu le voir au Cameroun pendant la compétition, pendant la CAN. Ça fougue aussi. Hein. C'est vrai, Rigobert Song. Et puisque tu parles de Rigobert Song, Régis, un tout petit mot quand même sur Rigobert Song. Il vient d'arriver, on sentait que ça allait être compliqué face à l'Algérie, pourtant ils l'ont fait. Est-ce qu'il peut ramener quelque chose de positif au-delà juste de la fougue et de l'expérience? Moi, je vais laisser aussi Hervé répondre là-dessus, mais il est vrai que sur en tout cas le match de qualification, on a vu cet état d'esprit qu'avait Rigo, ce côté un peu lion indomptable, ouais, il peut amener un petit peu sa touche. Je pense qu'avec ce duo avec Samuel Eto'o et puis cette équipe compétente, ouais, je vois un Cameroun, je m'enflamme un peu pour le Cameroun. C'est de ça qu'il s'agit. On va passer au dernier groupe d'un mot, le Ghana, les Black Stars, également qu'on n'attendait pas là quand même parce que c'est plus le Ghana de la grande époque, mais bon, ils ont réussi à éliminer le Nigeria et ils sont avec le Portugal, le Cristiano Ronaldo, l'Uruguay et la Corée du Sud. Régis, je me tourne vers toi de nouveau. Les Black Stars, quand même, c'est une génération vieillissante. Il y a certes Thomas Partey, mais les frères Ayou, ça commence un petit peu à être plus près de la retraite que du début de carrière. Est-ce qu'il peut faire quelque chose de gagnant dans ce groupe? Alors, vieillissante, oui, sur l'effectif total, mais plutôt jeune sur le 11 de départ, avec des garçons comme Gian, 18 ans, etc. Il y en a encore un loco, effectivement. Voilà, il y a Kudus aussi qui est à l'Ajax, si je ne dis pas de bêtises. Exactement. Donc, ils sont plutôt autour de 26 ans si on prend le 11 type. Donc, une équipe que je vais plutôt effectivement qualifier d'équipe en transition, avec un Ayou, vous le citiez tout à l'heure, qui performe moins qu'à ses habitudes. On le voit même en championnat avec Crystal Palace. On a Jordan, aussi c'est vrai qu'il y a les deux Jordan, Ayou, pardon, Jordan, oui, c'est Jordan. Et c'est vrai que pour ce qui est de la poule, ils vont avoir affaire à des cadors. Ouais. Portugal, Uruguay. Des joueurs qui, pour certains d'entre eux, vont jouer leur dernière Coupe du Monde. Je pense à Cavani, Suarez, Godin, avec une colonne vertébrale assez forte aussi du côté du Portugal, avec Pepe, Moutinho, Cristiano Ronaldo, des talents comme Bruno Fernandes ou encore Jota. Donc, ouais, ils ont affaire à des cadors et je pense que ça va être compliqué pour le Ghana au vu de ce qu'ils ont montré sur la CAN et la qualif. Il y a un petit élément, c'est l'élément de revanche contre l'Uruguay. Ce sera leur troisième match, vous l'avez bien vu. Ouais. S'ils sont encore en vie avant ce match-là, le supplément d'âme, le surcroît de motivation qu'ils auront contre cette équipe peut-être les pousser. La Corée du Sud me semble accessible à l'inverse pour eux. Donc il y a peut-être un petit coup à jouer dans cette poule, je pense, pour les Black Stars, si Otto Addo arrive à faire un peu maturer cette jeune génération qui monte petit à petit. Oui, c'est vrai que toute la question sera ça. Est-ce que ça va prendre, est-ce que cette mayonnaise va prendre? Ça risque d'être un peu tôt. Ça va être parce que finalement, ils se qualifient plus par, j'allais dire, par une faute du Nigeria que vraiment sur la qualité montrée depuis le début de l'année.
Voilà qui conclut nos débats et voilà qui conclut ce premier 11 Africa. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci à nos personnes ici en plateau, Patrick, Régis, Hervé, pour vos analyses, pour votre éclairage en tout cas sur ce tirage au sort et puis sur le buzz du Sénégal. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager sur tous nos réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram, bref, vous connaissez à peu près toutes les adresses maintenant. Donc en tout cas, n'hésitez pas et puis on se donne rendez-vous la prochaine fois pour un nouveau numéro de 11 Africa. D'ici là, portez-vous bien. Ciao, ciao.